du détournement du Boeing d'Air France qui était immobilisé depuis ce matin sur l'aéroport de Genève. La police suisse est parvenue à maîtriser le pirate de l'air. C'est un Algérien qui réside en Allemagne. Il n'y a eu ni coup de feu ni blessé. La France au ralenti. Demain, les fonctionnaires seront en grève à l'appel de leurs syndicats, à l'exception de la CFDT et de la CFTC. Le problème des salaires est à l'origine du mécontentement dans la fonction publique, où l'on reproche au gouvernement la maigreur des augmentations prévues pour cette année. Après l'Iran, les États-Unis, c'est maintenant la Croix-Rouge qui semble penser aujourd'hui que des armes chimiques ont bien été utilisées dans la guerre Iran-Irak. Une mission médicale du Comité international de la Croix-Rouge s'est rendue sur place en Iran. Elle a rencontré des blessés et elle estime probable l'utilisation de telles substances lors des derniers combats. L'impresario des plus grandes vedettes françaises retrouvé assassiné dans sa voiture, Gérard Lebovici était aussi producteur et distributeur. Bref, c'était un grand nom du cinéma. Il avait également été l'éditeur du livre de Jacques Messrine, L'Instinct de mort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le dénouement sans violence dans l'affaire du Boeing d'Air France détourné ce matin entre Francfort et Paris, c'est donc la première information de ce journal. Le pirate de l'air qui était seul a été maîtrisé en début d'après-midi, par les forces spéciales de la police suisse sur l'aéroport de Genève-Cointrin. Le Boeing 737 de la compagnie française avait été détourné ce matin, peu avant 9 h, avec 68 personnes à bord. On ignorait à ce moment que le pirate qui avait exigé d'aller à Genève, avant d'indiquer à l'équipage une autre destination, vraisemblablement la Libye, on ignorait qu'il était seul et qu'il n'était pas véritablement armé. Le film des événements avec François Cornet. 13h49 sur l'aéroport de Genève-Cointrin. Le 737 est immobilisé en bout de piste depuis 9h10. On est à quelques secondes du dénouement. Les hommes en rouge sur la coupée de l'avion sont des policiers. Ils viennent de maîtriser Ali Chora, un Algérien de 28 ans domicilié en République fédérale. C'est lui qui a détourné l'appareil 6 heures plus tôt à l'approche de Roissy. Nous revoyons au ralenti maintenant les images de cette arrestation du pirate de l'air. Les policiers helvétiques habillés en employés d'hôtellerie viennent de servir des plateaux repas aux 55 passagers et 6 membres d'équipage qui se trouvent encore à bord. Étudiant le comportement de l'homme et repérant surtout avec précision son armement, un simple couteau, ils l'ont ceinturé, désarmé et le sortent de l'avion. Pas de grenade, comme prétendait en détenir le pirate, qui voulait se rendre à Tripoli pour rencontrer le colonel Kadhafi. L'avion s'est posé à Genève pour faire les pleins de carburant. L'homme a permis, pour des raisons humanitaires, je cite, à 7 personnes de quitter le Boeing et a accepté que les autres passagers soient ravitaillés. Le témoignage du commandant de bord du 737 à son arrivée tout à l'heure à Paris, recueilli par Jérôme Bonny. J'ai entendu un bruit de bagarre et que je suis donc sorti du cockpit et je suis intervenu. Et j'ai essayé de négocier tout de suite avec le ravisseur, si vous voulez. Il était très menaçant? Oui, il était très menaçant puisqu'il avait un couteau à la main. Est-ce qu'il vous semblait nerveux? Très nerveux. Dès le départ? Dès le départ. Il s'est calmé ensuite par la suite. Un pirate de l'air quelque peu déséquilibré, semble-t-il, une idée fixe déjà au départ de Francfort ce matin, Tripoli. Déjà au comptoir Air France, il avait demandé le vol pour Tripoli. Et la jeune fille qui était au comptoir lui avait dit prenez le vol pour Paris et vous changez de Paris sur Tripoli. Ali Chora voulait absolument se rendre en Libye, c'était son droit. Son tort a été de vouloir brûler les États. La grogne chez les fonctionnaires maintenant, après les mineurs, les sidérurgistes et les ouvriers des chantiers navals, c'est la fonction publique qui manifeste demain. Ce sera le plus grand mouvement de mécontentement depuis mai 81, puisque tous les syndicats, à l'exception de la CFDT et de la CFTC, ont appelé leurs adhérents à la grève pour 24 heures ou 48 heures selon les fédérations. Un mouvement qui fait suite à l'échec de la réunion consacrée mercredi dernier au salaire dans la fonction publique. 5 des 7 fédérations ont donc appelé à cesser le travail, tandis que la CFDT dénonce avec Edmond Maire de son côté ce qu'elle appelle une opération défouloir qui frise la grève politique. Laurent Carenzo.
Le pouvoir d'achat des fonctionnaires, pour 3 millions de fonctionnaires sur 4, ceux du bas de l'échelle, est non seulement maintenu, mais amélioré pour l'année 83. La clause de sauvegarde a été appliquée. Il y a juste le quart au-dessus de 7 000 francs, 1 million de fonctionnaires au-dessus de 7 000 francs, qui vont perdre environ 1% de pouvoir d'achat. Alors faire grève de 24 heures sur ce thème, alors que dans le secteur privé, il y a retard du pouvoir d'achat, alors qu'il y a 2 millions de chômeurs, il y a des jeunes qui attendent du travail, il y a des entreprises, des régions entières qui sont en pleine difficulté, il nous semble que ce n'est pas la bonne priorité. La bonne priorité, c'est l'emploi et la réduction de la durée du travail. Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Maire? À Monsieur Maire, nous répondons qu'il a tort et que c'est vraiment malheureux qu'un dirigeant syndicaliste adopte de pareilles positions. Je crois que c'est un coup d'épée de poignard dans le dos des travailleurs qui seront en lutte. François Froiduro n'est pas lui non plus d'accord avec Edmond Maire. Ce préposé de 29 ans fera grève demain avec conviction, car il estime que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements et qu'il est perdant. Militant FO, il pense que la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Je vous ai apporté ma feuille de paye du mois de décembre. J'ai gagné 4 548 et 65 centimes. Ça fait combien de temps que vous travaillez au PTT? Depuis 1980, donc ça fait 4 ans. Vous avez un 13e mois? Nous n'avons pas de 13e mois, nous avons simplement 2 primes, mais qui additionnées ne font pas un 13e mois. Alors, nous le demandons. Depuis 2 ans, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez perdu de l'argent? C'est pas seulement un sentiment, c'est des chiffres très, très précis. Par exemple, pour ma catégorie, c'est de l'ordre de 2500 francs que j'ai perdu. Je dirais une chose, je pense qu'aujourd'hui ceux qui nous gouvernent devraient méditer le vieux proverbe. À trop tirer sur la corde, elle finit par casser. Françoise Martinet, elle, est infirmière communale avec 7 000 francs par mois. Elle refuse de se plaindre et veut au contraire penser aux plus défavorisés. Elle ne fera pas grève demain. Enfin, je ne pense pas pouvoir faire une journée d'action pour améliorer pour améliorer ma situation alors que les queues s'allongent à la NPE. Pour moi, les priorités sur la négociation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique, c'est aussi important et même plus important que les négociations sur les salaires. Je pense que la situation est difficile et qu'on ne peut pas indéfiniment améliorer sa situation sans s'occuper de ce qui se passe autour de soi. Gréviste, non gréviste, chacun choisit son attitude. En tout cas, la sécurité d'emploi dont bénéficient les fonctionnaires reste toujours l'objet d'un large débat. Il sera donc sans doute difficile de circuler demain et peut-être même de travailler dans les grandes villes de France, en raison notamment de la grève dans les transports et à l'EDF. Christian-Marie Monod nous précise maintenant ce qui sera ouvert et ce qui sera fermé pour cause de grève. Beaucoup de perturbations demain, notamment dans les transports. À la SNCF, un quart des trains devraient circuler sur les grandes lignes, 1 sur 3 sur celle de la banlieue parisienne. Les horaires seront affichés dans chaque gare, n'hésitez pas à vous renseigner. À Air France, pas de problème pour les vols long courriers, mais les vols moyens courriers ne seront assurés que dans la proportion d'1 sur 3. Pour tout renseignement, le 320 14 44. À Paris, la RATP annonce de grandes difficultés. EDF prévoit une baisse de la production, des coupures de courant sont envisagées dans la matinée. Quant au gaz, l'alimentation sera normale. La Poste sera également affectée par ces arrêts de travail. En principe, pas de courrier prévu pour demain. Enfin, les élèves risquent de bénéficier d'une journée de congés supplémentaires. La majorité des enseignements sera en grève. L'accueil des élèves ne sera pas toujours assuré, même si le ministre de l'Éducation nationale appelle les grévistes à accueillir les enfants dans les établissements. D'autres services publics seront perturbés, la sécurité sociale, les perceptions et certains théâtres nationaux. Cette grève, ce sera le thème de notre débat dans le dernier journal avec 2 invités, Paul Gilbert du Quotidien de Paris et Charles Sylvestre de l'Humanité. La guerre des maires à la Seine-sur-Mer maintenant après l'élection contestée de la semaine dernière. Vous vous souvenez que le candidat de l'opposition, Charles Scaglia, avait été élu, un résultat que conteste l'ancien maire Maurice Blanc qui considère qu'il y a eu irrégularité dans l'un des bureaux de vote. Maurice Blanc a demandé l'annulation du scrutin. Pourtant, aujourd'hui, le conseil municipal se réunissait en présence des 2 candidats qui se considèrent chacun comme le maire légitime.
Isabelle Bechler. Le grand moment approche, c'est à 15 h que le nouveau conseil municipal doit se réunir. Les Seynois sont là, sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Pour l'instant, les électeurs communistes sont plus nombreux que les partisans de l'opposition, car ils n'ont pas admis cette défaite à 28 voix près, cette défaite qu'ils récusent toujours par des pétitions. Vous allez avoir la démonstration d'une population responsable et qui tient quand même à ce qu'elle a mis en place, mais qui n'accepte pas qu'on lui fasse le coup de l'élection comme on l'a fait le 26 avril. Du côté des vainqueurs, pas de triomphalisme, mais une brève apparition de Charles Scaglia à la fenêtre de sa permanence. Mais pour le futur maire, il n'est pas aisé de parvenir jusqu'à la salle des fêtes municipales. Tout le monde est survolté et la passation des pouvoirs ne peut se dérouler de manière indolore dans cette mairie gérée par le PC depuis 37 ans. Le nouveau conseil s'installe tant bien que mal, mais avant l'élection du nouveau maire, la parole est au maire sortant. Vous resterez, monsieur Scaglia, l'élu de la 32e urne aux pérégrinations douteuses. Monsieur Charles Scaglia, ayant obtenu 34 voix, je déclare élu maire de la Seine-sur-Mer. Les mouvements d'humeur ne se taisent pas pour autant et Charles Scaglia devra en appeler à la démocratie. La démocratie a ses règles et parmi elles figure en bonne place l'acceptation de l'alternance et refuser la légitimité de notre conseil municipal. Ce serait d'abord nier le choix des électeurs. Ce serait nier la décision du tribunal administratif et ce serait nier la démocratie. En attendant le résultat du recours en annulation déposé par le PC, la gestion de la ville va enfin pouvoir reprendre et c'était urgent car le budget doit être établi pour le 31 mars. Mais les Cassandres affirment que la Seine est désormais une commune ingouvernable. Nous vous présentions hier soir un long dossier sur le problème de la guerre chimique à la suite des combats entre l'Iran et l'Irak. Des combats au cours desquels Bagdad est accusé, notamment par les États-Unis, d'avoir utilisé de telles armes. On attendait les conclusions d'un organisme aussi impartial que la Croix-Rouge internationale. Une mission médicale s'est donc rendue à Téhéran. Elle a pu voir les blessés iraniens et elle estime aujourd'hui qu'il y a effectivement présomption d'une utilisation de produits prohibés par le droit de la guerre, c'est-à-dire en l'occurrence des produits chimiques. Un nouvel élément à verser au dossier avec une question. Dans une telle hypothèse, d'où venaient ces armes chimiques utilisées par les Irakiens? Georges Bortoli. Ces bombes irakiennes contenaient-elles des gaz toxiques? C'est ce que laissaient entendre ces images de décontamination montrées la semaine dernière par la télévision iranienne. C'est ce que supposent aujourd'hui les enquêteurs de la Croix-Rouge internationale en Iran. La gravité de l'affaire, le caractère horrible des blessures infligées aux soldats iraniens suscite l'émotion dans toutes les capitales occidentales, à commencer par Paris. Le gouvernement français suit avec beaucoup d'attention les résultats de ces enquêtes, celles sur le terrain de la Croix-Rouge internationale, le point de vue des États-Unis. Il a aussi enregistré, en l'état de ces informations, le démenti net des autorités irakiennes. Mais il se tient informé, d'autant plus que le gouvernement français a condamné, il y a déjà très longtemps et d'une manière catégorique et définitive, l'emploi des armes chimiques. Et que sur ce point, il n'y a évidemment aucune conciliation possible. Les armes chimiques ne doivent pas être utilisées. C'est d'ailleurs un protocole qui est ancien puisqu'il a été signé à Genève en 1925. Si l'accusation se confirme, est-ce qu'on peut imaginer de quelles armes chimiques il s'agit? A priori, on peut penser qu'il s'agit d'agents de type vésicant, c'est-à-dire qui provoquent des brûlures cutanées et qui attaquent le système respiratoire. Est-ce qu'on peut imaginer alors où des belligérants peuvent se fournir en tels produits? Là, c'est la question clé. Ils peuvent se fournir soit auprès d'États qui possèdent des agents chimiques, ce sont les États en général occidentaux, l'Union soviétique, ou alors ce sont des stocks qui peuvent traîner là depuis la Seconde Guerre mondiale. On a parlé de la Grande-Bretagne comme fournisseur, vous y croyez? Ça me paraît très improbable. Si l'on vous demandait
Quel est le plus grave danger pour l'humanité maintenant, aujourd'hui? Est-ce que c'est les armes nucléaires ou bien est-ce que c'est les armes chimiques et bactériologiques? Vous diriez quoi? Eh bien, ça dépendra des types de conflits. Mais il est certain que les armes chimiques et bactériologiques représentent un danger croissant qui a été estompé un peu par les armes nucléaires les dernières années, mais qui aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance. Oui, il faut ajouter à cela que le Conseil des ministres de ce matin a adopté un projet de loi qui autorise la France à adhérer à la Convention de 1972. Une convention qui interdit la mise au point des armes bactériologiques, encore plus redoutables donc que les armes chimiques. En Israël, un nouvel attentat aujourd'hui à Ashdod, à une trentaine de kilomètres de Tel Aviv. C'est une bombe qui a explosé dans un autobus. Bilan 3 morts et 8 blessés. Michel Stoulovici. Le centre d'Ashdod ce matin, quelques instants après l'attentat. La bombe placée dans cet autobus vient de tuer 3 personnes et d'en blesser 8 autres. L'engin a explosé alors que l'autobus venait de quitter la gare centrale de cette ville industrielle, une ville située à 30 km au sud de Tel Aviv. La police boucle immédiatement le quartier et interpelle plus d'une centaine de personnes. 9 d'entre elles seront retenues après interrogatoire. Cet attentat, le deuxième en une semaine en Israël, a été revendiqué par le groupe dissident de l'OLP, Abu Nidal, un groupe qui a rompu avec Yasser Arafat il y a 10 ans. Ce même groupe est l'auteur de l'explosion à la grenade qui a blessé 21 personnes mercredi dernier à Jérusalem. Le sommet européen des 19 et 20 mars prochains pourrait être reporté si l'on ne parvient pas d'ici là à débloquer la situation. Ce sont toujours les problèmes agricoles qui créent la zizanie malgré les consultations de ces derniers jours. C'est du moins ce que semblent croire certains milieux diplomatiques à Bruxelles. Jacques Chirac, quant à lui, s'est prononcé aujourd'hui pour une Europe à 2 vitesses et qui exclurait temporairement la Grande-Bretagne de la politique agricole commune. M. Chirac a fait cette déclaration alors qu'il visitait le salon de l'agriculture à Paris. Le maire de Paris s'est d'ailleurs d'abord rendu au salon de la machine agricole, l'un des secteurs les plus intéressants de l'exposition, et cela à un moment où le machinisme agricole qui connaît quelques soucis, au moment où ce secteur cherche un second souffle dans l'exportation. Le reportage de Jean-Louis Calmejane et Jean Villa. Toutes les entreprises françaises de machinisme agricole sont présentes cette semaine au Salon de l'Agriculture. Ce sont d'abord les très nombreuses petites et moyennes entreprises qui représentent 60% du marché, et ce sont aussi les grandes marques de tracteurs et de moissonneuses qui se comptent sur les doigts d'une main et qui se partagent 40% du marché. Mais aujourd'hui, une machine sur 2 achetée par les agriculteurs français est étrangère. Et les ventes en France ont stagné. Heureusement, il y a les exportations. Nous avons accru notre activité sur les marchés extérieurs, principalement les marchés développés, de 8%. Le marché intérieur est resté stagnant. Et pourquoi aujourd'hui les agriculteurs français achètent beaucoup de matériel étranger? Parce qu'ils l'ont toujours fait. C'est une tradition dans ce pays qui a toujours été extrêmement ouvert aux importations du monde entier. Ça reste vrai. Il n'y a ni contingent ni droit de douane, aucun frein. Cependant, chez les grands constructeurs, la concurrence est vive. Dans quelques jours, la firme américaine International Harvester, dont on voit ici quelques modèles de tracteurs, va fusionner avec Renault, surtout pour obtenir des prix de revient plus bas et mieux se placer sur le marché. Aujourd'hui, quand un agriculteur achète un tracteur, il y regarde à 2 fois et n'achète plus tel ou tel tracteur parce que son voisin a le même. Le revenu du cultivateur en 1983 a baissé et il cherche à acheter le moins cher possible, dans les meilleures conditions possibles et pour un prix de maintenance, d'entretien qui soit le moins élevé possible. Aussi des grosses machines comme cette moissonneuse-batteuse qui bénéficie de tout le confort procuré par l'électronique et qui coûte plus de 100 millions de centimes, se vendent très peu et sont réservées à quelques très grosses exploitations agricoles. Finalement, les entreprises qui peuvent tirer leur épingle du jeu sont celles qui font preuve d'ingéniosité, comme cette moyenne entreprise de Montauban dans le Tarn, qui la première au monde a mis au point une calibreuse électronique qui trie les fruits en fonction de leur couleur, de leur diamètre et de leur poids. Cette entreprise réalise déjà 25% de son chiffre d'affaires à l'exportation. Elle espère passer à 40% d'ici 85 grâce à son nouveau et unique procédé.
Le Canard enchaîné revient dans son édition d'aujourd'hui sur les comptes bancaires détenus par les Français en Suisse. Selon notre confrère, 3000 nouveaux fraudeurs auraient été identifiés par les douanes françaises qui seraient en possession d'une liste de clients de la Caisse d'épargne de Genève. Une information qualifiée de fantaisiste par les responsables de cet établissement qui dénonce une campagne d'intoxication contre les banques suisses. Un célèbre producteur et distributeur de cinéma retrouvé mort dans sa voiture dans un parking parisien, Gérard Lebovici, a été tué de 2 balles dans la tête. Il avait disparu depuis lundi. Gérard Lebovici était une personnalité de premier plan dans le monde du cinéma. Il avait été entre autres l'impresario des plus grands comédiens français tels que Yves Montand, Gérard Depardieu ou Jean-Paul Belmondo. Gérard Lebovici était également l'éditeur de L'Instinct de mort, le livre écrit par Jacques Messrine alors qu'il était en prison. Bruno Ledreff. Gérard Lebovici, 51 ans, directeur de société cinématographique. Gérard Lebovici est mort lundi soir dans ce parking situé près de la place de l'Étoile. 2 balles de 22 mm dans la nuque. On l'a retrouvé seulement tôt ce matin. Lundi, il avait quitté son bureau calmement et normalement, selon ses collaborateurs. Il venait simplement de décommander un rendez-vous fixé dans la soirée. Sa famille, inquiète de sa disparition, avait appelé la police. Son corps a été découvert dans sa voiture par un veilleur de nuit. Ici. Gérard Lebovici, impresario et producteur de cinéma, a connu le succès avec la nouvelle vague. Chabrol, De Broca, Brialy, Belmondo étaient ses amis. Ils se sont fait connaître en même temps que lui. Le succès appelle le succès. Lebovici, un nom qui devient synonyme de cinéma. Les grandes vedettes travaillent avec lui. Il était à même de pratiquement à lui seul, avec tous ces artistes-là, monter, comme on dit, une affaire, en tout cas contribuer à la montée. Et ce que je veux dire, c'est que la plupart des grandes entreprises du cinéma français depuis beaucoup d'années qui se sont faites en partie à travers lui et grâce à lui. Si bien que le rôle tout à fait singulier, exceptionnel, joué par cet homme et par sa pure personnalité, son pur talent, était un rôle capital, et il est clair que sa disparition qui nous bouleverse en tant qu'amis est aussi un bouleversement dans la profession du cinéma français. Gérard Lebovici a fondé Armédia, la plus importante société d'impresario d'Europe. Puis il se lance dans la production, domaine qu'il choisit définitivement en 1981. Il dirige également les éditions Champs Libres qui viennent de rééditer L'Instinct de mort, le livre de Jacques Messrine. Messrine, Lebovici, une piste pour les enquêteurs? Peut-être. Alors, pourquoi Gérard Lebovici est-il mort? Que faisait-il dans ce parking? Les magistrats et la police se taisent, les proches de Lebovici aussi. En marge de cette affaire, à noter que la Cour d'appel de Paris a confirmé que des coupures devaient être faites dans le film Messrine d'André Genovès, comme l'avait demandé la dernière compagne du gangster. Il en coûtera 100 000 francs par jour aux responsables du film aussi longtemps que les coupes ne seront pas faites. Un bien joli cadeau pour un petit village de l'Oise. Les fêtes de Noël sont passées et pourtant, par un beau matin, le maire du village s'est vu remettre par un inconnu ou presque un chèque d'1 million de francs pour aider sa commune. C'est l'histoire que nous raconte maintenant Dominique Thiers. C'est pas vous le mystérieux donateur? Oh, moi? Ah bah oui, attendez-moi, hein. Je suis plus heureux que ça. Ah bah oui, quand même pas pour moi, hein. Mais ça vous viendrait à l'esprit, ça, si vous aviez de l'argent comme ça à donner à la commune? Mais il faut que j'en ai avant, hein. Il faut que j'en ai avant. Il faut en avoir. Hein, il faut en avoir, hein. Oui. Mais il y en a beaucoup dans la commune qui en ont comme ça? Je sais pas, je savais même pas qu'il y en a qui a donné tant que ça, hein. Qui c'est? Hein? Allez voir, vous. Mais qui donc a donné à la commune de Canly 100 millions de centimes? Tous les gens du village, 650 personnes au total, ont été évoquées dans la boulangerie le matin de la nouvelle. Mais le mystère demeure. Personnellement, moi, oui, j'aimerais bien savoir qui c'est. Ça ne m'en mettra pas plus dans ma poche, mais enfin, j'aimerais bien savoir qui c'est quand même. C'était une personne qui a de bons revenus, c'était une personne qui a fait un héritage, c'était une personne qui a gagné l'auto, on n'en sait rien. De la boulangère au charcutier, en passant par le garde champêtre, tout le monde est intrigué. Un seul homme connaît le généreux donateur, Monsieur le maire. Oui, je suis la seule personne à savoir qui est le donateur. Cette personne m'a contacté il y a environ 3 semaines pour me faire part de son intention de faire un don à la commune de Canly, un don
très important, puisqu'il s'agit de 1 million de centimes. Mais cette personne... 100 millions de centimes. Mais cette personne m'a demandé de respecter son anonymat. Par conséquent, c'est une chose que je respecterai et personne d'autre que moi-même ne le saura. Les 100 millions de centimes représentent la moitié du budget annuel de la commune. Autant dire que cette somme permettra de nombreux travaux. Adduction d'eau, réfection des trottoirs, espaces verts et puis surtout une salle des fêtes qui un jour portera le nom du donateur, mais seulement après sa mort. Le coup d'envoi de la saison cycliste était donné aujourd'hui avec le prologue du 34e Paris-Nice. C'est le Hollandais Oosterbosch qui était le plus rapide. Cela dit, Paris-Nice est avant tout l'occasion de remarquer que le peloton international a changé d'aspect cette année, même si on y trouve toujours les grandes vedettes. Alain Vernon. Sourire retrouvé auprès de son nouveau conseiller Paul Koechli, un maillot symbole de sa nouvelle identité publicitaire, cette image rassemble bien tous les facteurs du changement pour Bernard Hinault. Bernard Hinault, chef de file d'une formation qu'il a choisie, avec des objectifs précis, a commencé par ce Paris-Nice qu'il n'a jamais gagné. 4e du prologue aujourd'hui, Hinault semble décidé à revenir au premier plan. Ce que j'ai fait comme entraînement, je pense que je peux avoir la prétention de partir pour faire dans les 5 premiers. Réoxygéné par la manne d'un commanditaire américain, c'est une première, l'équipe de Jean de Gribaldi comptera d'abord sur le double vainqueur de l'épreuve, l'Irlandais Sean Kelly, 19e seulement aujourd'hui. Pendant 8 jours, la concurrence viendra aussi d'une autre équipe française dirigée par Bernard Thévenet, mais avec 2 étrangers à sa tête. Stephen Roche, l'autre Irlandais du peloton, et le Belge Jean-Luc Van den Broek, 2e aujourd'hui du prologue. Jean-René Bernaudot aussi a retrouvé sourire. Comme Hinault, il a fait peau neuve et conquis la confiance de nouveaux partenaires. Enfin, n'oublions pas l'intrépide Phil Anderson. L'Australien a franchi d'autres frontières pour retrouver les Hollandais de Peter Post, sereins ce soir, après le succès cet après-midi de Bert Oosterbosch, le spécialiste du contre-la-montre. En résumé, le peloton 84 s'est considérablement rééquilibré, chaque formation disposant d'un ou 2 leaders, sans oublier Moser et Saroni côté italien, Fignon-Lemon sous la tutelle de Cyril Guimard. Soulagement financier aussi, c'est important pour ce peloton qui attire cette année des sponsors nouveaux. Le changement est tout à fait possible actuellement et c'est pas vraiment spécial au vélo. Je crois que dans beaucoup de sports, ça va changer de ce côté-là. Les mêmes hommes ont donc trouvé des ressources nouvelles. Le cyclisme professionnel, lui, a sans doute trouvé la voie de la survie. Il y a du football ce soir avec les quarts de finale des Coupes d'Europe à suivre à Strasbourg, une rencontre de la Coupe des Coupes qui intéresse plus particulièrement les Français puisque la Juventus de Turin, avec Michel Platini, rencontre l'équipe finlandaise de AK Valkeakoska dont le terrain est impraticable pour cause de neige, ce qui explique d'ailleurs que ce match se joue en Alsace. Les buts de la rencontre dans le dernier journal. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce qu'ont pensé les sélectionneurs du 15 de France, puisque c'est l'équipe qui a terminé le match contre l'Angleterre vendredi dernier, qui est reconduite pour rencontrer l'Écosse à Murrayfield. C'est Orso qui remplace Lorieux. Francis Aget sera sur le banc des remplaçants. Enfin, il y a un quartet, oui, c'est bien un quartet, demain à Auteuil. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 2, le 5, le 9, le 3, le 14, le 16, l'As et le 8. Et maintenant, la météo avec Alain Gillot-Pétré. Hello, le soleil brille, 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 ça vous rappelle une chanson célèbre. Allez, il y a un peu de nuages dans le ciel, mais tout de même beaucoup de soleil. Regardez la photo satellite, cela est toujours dû à un anticyclone centré sur l'Irlande, qui ne bouge pas, il ne bouge pas, ça tourne comme ceci. Certes, cela donne des bancs de brume sur la Manche, ce sont des rentrées maritimes et des nuages passagers sur la France. Vous voyez que la situation à 12h30, elle est tout de même excellente sur la moitié sud, que du beau temps et simplement des petits nuages par-ci par-là. Ce sera la même chose demain. Regardez la carte, toujours des bancs de brume sur le nord-ouest, des bancs de brume côtiers,
avec quand même un peu plus d'éclaircies qu'aujourd'hui. Partout ailleurs, c'est du grand beau temps, avec, comme je vous l'ai dit, quelques passages nuageux temporaires, sauf sur le golfe du Lion, où des vents de nord très modérés dégageront complètement l'atmosphère. Le baromètre est stable, il est très élevé. Le thermomètre ne bouge pas non plus, avec des gelées -6 au centre, -1 sur le bassin parisien, -4 au nord-est. Pas de gelée sur les côtes de toute façon. Et sur la moitié nord, l'après-midi de 6 à 10 degrés, de 7 à 15 degrés sur la moitié sud. Beaucoup de températures qui, vous le voyez, sont autour de 10 degrés ou davantage. Demain, jeudi 8 mars, 3 minutes de soleil en plus, lever du soleil 7h18 à Paris, coucher 18h45 à Paris aussi. C'est la fête de Saint-Jean-de-Dieu qui, curieusement, est le patron des hôpitaux et des libraires relieurs. Pourquoi mystère? Fin de ce journal, à 23h15, aux environs de 23h15, vous retrouverez Hervé Claude. Demain, à 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Je vous retrouverai à 20h. Bonsoir.